Sería inglés-español. Hemos comenzado la grabación y la retransmisión en Facebook en este instante. Pueden comenzar cuando quieran. Gracias. Perfecto, veo a Carlos Miranda. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Javier, ¿cómo están? Súper bien, ¿y tú? Bien, qué gusto. Si nos dan unos segundos más, a ver, estamos esperando a Ariel. Carl, Pero- if you could please add me to the interpretation booth for English and Spanish. And I think Isabella also is missing. Bien, yo creo que partimos, dado que ha llegado la hora que estaba programada. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a los que están acá y también sé que va a haber mucha gente que después ve esto en la retransmisión, así que también un saludo afectuoso a todos ellos y a todas ellas. Vamos a comenzar con una provocación hacia los panelistas, todos grandes intellectuales, grandes... Donc, nous commencerons par une petite introduction des grands intellectuels et des amis en plus. Et ensuite, nous les présenterons et nous passerons donc à leur présentation. Et finalement, si le temps nous le permet, nous aurons quelques échanges un peu plus fluides entre le public et les personnes participantes à cette rencontre. L'éducation et l'école sont des moyens de reproduction sociale, des appareils, comme disait le marxisme ou le structuralisme français. Ils reflètent donc les relations hégémoniques dans notre société, c'est-à-dire cet état qui n'est jamais définitif, mais oui, structuré et qui impose la force pour d'une part et le consensus d'autre part. Néanmoins, comme toute instance d'État, son expression concrète, factive, et également le résultat de corrélations de force qui sont parfois des luttes de longue haleine, certaines à court, avec un impact court, qui ne sont pas inhérents mais qui peuvent avoir lieu seulement quand les moyens de reproduction de la vie sont en jeu. En ce sens, l'éducation est un outil d'État et également un scénario en dispute. Et c'est justement dans cet espace en dispute où naît cette présentation, cette introduction pour initier cette table ronde. Ce n'est pas la même chose que l'éducation autochtone. L'éducation autochtone telle qu'elle est exprimée dans l'affiche que nous avons, il y a une petite erreur. L'éducation autochtone est une pratique ancestrale qui correspond aux formes de transmettre la culture que chaque peuple a adoptée. Éducation et peuple autochtone, ce qu'on essaie de mettre en phase, c'est l'éducation comme outil en relation à ces personnes. Donc, depuis cette approche, il est nécessaire de définir dans quel projet d'État s'inscrivent les projets éducatifs depuis l'État envers les peuples autochtones et bien évidemment, dans quelle position s'inscrivent ces peuples et ces communautés. Je me détiendrai donc à parler du Chili comme dans son origine comme État-nation et sans nier son importance et sans mettre de côté les guerres d'émancipation du 19e siècle. Ils ont été niés dans l'histographie générale. Et pour les historiens marxistes d'Emmanuel, qui n'ont pas souligné les processus de formation de l'État dans un processus de colonisation européenne, mais également comme un projet colonial en soi contre les Premières Nations. Le colonialisme interne, qui a été bien théorisé par Gonzalo Casanova, sont liés à l'État. Il faut donc rappeler
qu'une fois fondée la colonie espagnole, le peuple mapuche non seulement conservait son autonomie, mais les Kawascar, Diaganes et Segnam également les conservaient et gardaient leur indépendance. Le Chili s'est construit sur l'idée d'un État, une nation, en conservant ce qu'est l'aspect indien, entre guillemets, pour les territoires indépendants mapuche, mais une fois défaits militairement dans le 19e siècle par le même État chilien, ils ont donc été assimilés. C'est dans le cadre de ce projet d'unification nationale que s'inscrit, par exemple, l'école normale, créée en 1842, en même temps que l'Université chilienne. La création d'un corps national plus ou moins compact avait à ce moment-là une aussi grande importance que la création d'une maison d'études supérieures. Et il ne faut pas se confondre. L'école normale était un énorme projet qui était très bénéfique pour les communautés et qui, sans aucun doute, avait un engagement avec la réalité nationale, au-delà de l'école néolibérale d'aujourd'hui. Mais elle n'avait pas la sensibilité envers les différents territoires. Ce n'était pas la faute de l'école normale, sinon du projet politique en soi. Donc, nous avons premièrement un projet de création d'un État-nation profondément colonial qui se révèle contre le colonialisme, mais qui en même temps poursuit une nouvelle pratique coloniale et qui s'illustre par un design d'école qui était plein d'inspiration, mais qui ensuite, au 20e siècle, on y a ajouté l'élan de l'État laïque qui a imposé donc la théologie laïque et qui a eu des résultats complets pour les peuples autochtones parce que culturellement, la théorie laïque va un peu à l'encontre avec les différentes formes de vision dans la cosmologie ancestrale. Donc, ça passait un peu par-dessus les différentes formes de croyances populaires qu'il y avait au Chili. Donc, donc, d'une part, dans le nord global, dans la métropole, il y a la dispute entre État et Église qui a des nuances totalement libératrices, mais ce n'est pas ce qui se voyait nécessairement dans le sud global et pas non plus ce qui était vécu par les peuples autochtones où la théologie chrétienne catholique, dans laquelle, avec toute transparence, je m'inscris, a d'autres nuances. Pourquoi? Parce que dans le nord global et dans les métropoles latino-américaines, la dispute État-Église est une dispute, un débat politique, mais cette dispute à niveau de la modernité a également une théologie non confessée qui est l'athéisme. Et cette théologie, lorsqu'elle s'applique dans le sud global sur les peuples autochtones, c'est une théologie destructrice de cosmovision également. C'est paradoxal parce que sont justement ces deux nœuds qui ont été abordés à la fin des années 80 avec la chute des différents référents politiques ont commencé à articuler ce qu'on a appelé l'émergence autochtone ou la grande révolte, des termes plus ou moins justes, mais qui font référence au retour de l'agenda autochtone dans l'agenda public. Ils ne sont jamais morts, ils n'ont jamais disparu, mais ils reviennent sur le débat public. C'est à la fin des années 80 que les demandes pour le territoire, pour la terre, souvent organisées de façon autonome, ou d'autres à travers l'Église catholique, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, ont donc commencé à créer des tensions avec l'État chilien. Nous avions donc au début des années 90 le jeune Laucan dans la première occupation de terrain qui représentait une revendication d'un espace qui avait été volé par l'État chilien. Donc, il y a toute une panoplie d'organisations et d'actes de revendication qui s'initient et qui arrivent jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup de force. Et ça, c'est le scénario, c'est le background dans lequel se construit. Donc, pour parler d'éducation et peuples autochtones, il faut donc parler aujourd'hui d'une conquête des peuples. Mais il faut le faire prudemment. C'est une conquête au sein même de l'État qui, d'une part, oui, reconnaît, mais en continuant de nier le conflit substantiel. Donc, quand on parle d'éducation interculturelle, c'est une conquête de la part des peuples autochtones, mais c'est également une concession. Contre quoi? De pouvoir conserver
le débat essentiel fort de la discussion, le territoire, l'eau, la terre, les minéraux, au nom d'un séculaire productivisme qui dépouille la vie de tout ce qui est sacré. Quand on parle d'éducation et de peuples autochtones, dans le sens qu'on propose ici, on parle de rencontres ou peut-être même de choc. On parle d'éducation, mais également d'hégémonie politique, de hiérarchie épistémique. On parle de forces, certaines qui prétendent intégrer le multiculturalisme libéral, mais d'autres qui prétendent avancer dans l'autonomie, vers l'autonomie des nations. On parle également de nouveaux projets qui cherchent à visibiliser des modes de vie qui viennent de nos ancêtres, de nos grands-parents, mais qui, de façon forcée, doivent dialoguer avec une histoire qui s'est construite aux dépens d'eux et non avec eux. Donc, c'est ce que nous cherchons à explorer, non pas de façon abstraite, mais dans la pratique des professionnels, de nos invités, toutes ces personnes qui ont une grande expérience de travail, un travail de très près avec les communautés. Nous avons aujourd'hui Ariel León, Carlos Miranda, qui pour une raison obscure apparaît avec un autre nom dans l'affiche, et Belén Montalva. Donc, je proposerais qu'on commence avec Ariel. Chaque personne aura entre 10 et 12 minutes pour pouvoir présenter leur présentation. Merci, Hamadiel. Merci, Belén, Carlos et à toutes les personnes présentes. Mon nom est Ariel León Basian. Mon origine ethnique, si on veut le dire comme ça, est Aymara Quechua, d'une région intérieure de Iquique, dans la région de Tarapacá, une région où il y a beaucoup d'industries minières. Nous sommes essentiellement à la frontière du Chili, dans un territoire de conquête pour les ressources minières. Ce sont des ressources qui continuent à créer des tensions dans les formes de vie des peuples qui vivent surtout dans l'intérieur de cette région-là, donc dans la région de Tarapacá, qui sont les peuples Aymara et Quechua. Donc, ce sont des peuples autochtones de tout le pays, jusqu'au Yahuascar et Cayesca, dans la zone de Magallanes. Donc, j'ai pu m'impliquer dans tout le conflit lié au lithium, tout le conflit autour de la loi Monsanto, pardon. Donc, j'ai été au sein de multiples batailles et après environ 20 ans de beaucoup de consultations, de collaborations et de soutien à presque tous les peuples autochtones du Chili. J'ose souligner que le mieux qu'on peut faire, c'est d'être à disposition des territoires, être à disposition de leur lutte, de leur bataille, particulièrement pour ceux que nous avons eu le privilège d'aller à l'université, de travailler dans des instances formelles. Moi-même, j'ai été consultant au Sénat pendant 15 ans. Donc, c'est à partir de là que j'ai mené plusieurs de ces batailles, particulièrement pour ces personnes qui ont été élevées dans la ville. Nous devons mettre ces connaissances à disposition des territoires. Les territoires ont leurs propres connaissances et savoirs. Pour le dire en termes plutôt en bon espagnol, chacun a ses connaissances et on ne peut pas nier les connaissances des organisations et des territoires. Donc, c'est en ce sens que cette année, j'ai eu la responsabilité de faire face à deux situations qui sont très symboliques. Premièrement, la communauté quechua de Tarapacá ont dénoncé que le système scolaire, où on y trouve le système interculturel bilingue dans les écoles de la région, on imposait aux enfants quechua l'enseignement de la langue aymara. Et vous me direz, mais comment? Ce sont des peuples différents, des langues différentes. Évidemment, les deux peuples sont du Tahuantinsuyo, ils ont une matrice culturelle similaire, mais ce n'est pas le même peuple. Ces deux peuples ont des pratiques différentes, culturelles, des langues différentes. Quand nous avons su de cette situation, nous étions indignés, évidemment.
Mais au-delà d'être indignés, nous avons déposé une plainte mais le système judiciaire chilien, qui doit être un peu comme celui de tous les pays d'Amérique latine, les droits autochtones ne sont pas totalement reconnus. Il est très difficile d'obtenir victoire. Les procès que nous avons eus ont été victorieux et nous avons essayé de les appuyer et de les consulter, mais ce n'est pas encore le cas de la situation des enfants quechua. Nous sommes sur le point d'aller à la Cour interaméricaine des droits humains à ce sujet, mais nous sommes rendus compte, après avoir parlé avec la CNMI de Tarapacá, avec les gens du service local d'éducation, avec les différents acteurs et actrices qui se trouvent dans cette région particulièrement, dans la région de Tarapacá, qui se trouve au nord du Chili. Nous avons pu voir que le système éducatif se transforme en une machine bureaucratique qui a ses propres... qui n'ont aucune idée des droits autochtones. Ils appliquent le système d'éducation interculturelle après une consultation autochtone qui a été très remise en question. Oui, il y a un système interculturel, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas les traités internationaux, ils ne connaissent pas la Convention des droits de l'enfant, ils ne connaissent pas les observations générales de la Commission des droits des enfants, la Convention 69 encore moins, la loi autochtone non plus, qui est une loi qui a été faite ici, au Chili, approuvée par le Congrès chilien. Donc, finalement, ils ne savent pas non plus répondre sans aucun outil aux accusations d'assimilation culturelle qui leur sont portées d'ethnocide ou d'aliénation culturelle. Dans ces jugements-là, dans ces procès, j'ai parlé avec Hamadiel, qui est un grand ami et une des peu de personnes que j'admire intellectuellement. Hamadiel est psychologue et il a pu analyser le cas et il a élaboré une étude qui a démontré qu'en vertu de l'assimilation et de l'aliénation que souffrent ces enfants, quand on les oblige à apprendre une langue d'un autre peuple, d'une autre culture, il a des tendances, il a une possibilité de conduite suicidaire. Et Hamadiel a pu réviser toute la bibliographie psychologique qui a été très bien référencée. Je connais des études qui ont été menées. Je travaille là-dedans. J'ai pu voir ces études-là, ces expertises. Et malgré cela, la justice chilienne ne nous écoute pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons aller à la Commission interaméricaine des droits humains contre l'État du Chili parce qu'il faut trouver une solution quelque part. Et le système chilien, la bureaucratie chilienne ont échoué dans leur devoir de garantir la protection de la diversité culturelle et l'intégrité psychologique des enfants, de nos enfants quechua. Le deuxième cas que je voulais mentionner, c'est un cas à Copiapó, la communauté Payapayote, qui vit à l'intérieur des terres de Copiapó, de la ville de Copiapó. C'est la troisième région en commençant du nord au sud, donc ils font également partie du territoire de Tawantinsuyo. Ces frères andins ont du cuivre, du lithium et de l'or dans leur territoire. Donc, c'est une région extrêmement riche. C'est un des dépôts les plus grands de lithium au Chili. Il y a les Chinois, les Néo-Zélandais, les Australiens. Il y a le monde entier qui se trouve sur ce territoire, ce qui implique une grande vulnération et des menaces de mort aux leaders autochtones de la zone. Donc, les frères, il y a des enfants dans cette zone. Il y a des enfants Koya dans cette zone-là. Ces enfants, donc, qui travaillent comme bergers avec des moutons, qui participent à des cérémonies religieuses ancestrales. Vous savez, c'est quoi la valeur des salares, donc des lacs de sel dans cette région? Nous n'avons pas à l'expliquer complètement. Nous n'aimons pas expliquer ça, mais oui, il y a une énorme valeur. Il y a des sciences sacrées qui sont, non pas des sciences occidentales, mais il y a des sciences sacrées qui sont pratiquées sur ces terrains. Et ça me réjouit de dire qu'il y a encore des communautés andines comme la communauté Coyapac qui continuent de leur pratique. Dans ces communautés, lorsque les enfants vivent sur leur territoire, une fois qu'ils ont 5-6 ans, ils sont complètement kidnappés de leur territoire. Ils sont obligés à aller dans des espèces de prisons qui sont les écoles chiliennes où il y a une alarme qui sonne le matin
Les mains debout, les mains vers le haut, les mains vers le côté. Asseyez-vous, arrêtez de manger, retournez en classe. Avec des enfants autochtones qui sont littéralement kidnappés par le système scolaire. Ils passent 10 heures assis dans une chaise. Quelque chose qui est complètement inhumain. Des enfants qui ont subi des gros impacts psychologiques parce qu'ils ont été obligés de sortir de leur mode de vie pour aller là. Comment est-il possible que le ministère de l'Éducation, du moins, puisse engager certains professeurs qui puissent se rendre dans les communautés pour pouvoir donner des cours là-bas dans les communautés pour 3 ou 4 fois par semaine? Dans ce territoire qui est plein de minéraux, d'or, de lithium, ils n'ont pas les moyens de faire ça, d'envoyer des professeurs. Donc, encore une fois, les tribunaux de justice, la Cour interaméricaine. Je veux, avec ces 2 cas, démontrer qu'au Chili, il y a une crise qui arrive à un certain limite. Ce n'est pas la crise de l'explosion sociale ni l'échec de la nouvelle Constitution, c'est un autre type de crise. De pueblos completos por un sistema escolar asimilacionista, un système scolaire discriminatoire, aliénant, qui, au niveau des droits humains, est néfaste pour nos enfants, avec des pathologies qui discriminent les enfants, qui sont marqués pour le reste de leur vie. Nous, qui sommes un peu plus vieux, sommes le produit de cela. Lorsqu'on parle avec les Papaquechua et Papacoya, nous, on est déjà affectés. On est déjà traversés par cet effet néfaste. Mais avec les dernières minutes qui me restent, j'aimerais dénoncer ce modèle qui est en crise. Et ce modèle qui ne mise que sur l'interculturalité. C'est un modèle qui est en échec au niveau de la classe avec de l'espagnol, mais avec un élément très minime du fait autochtone. Mais ça passe comme une éducation autochtone. C'est une folie. Mais ça ne répond à aucun concept logique. Et ce qui devrait s'imposer, c'est un autre principe. Il doit y avoir, bien sûr, de l'interculturalité. L'enfant chilien doit connaître les peuples autochtones et évidemment, les peuples autochtones doivent connaître aussi la réalité des enfants chiliens. Il doit y avoir une connexion entre les peuples. Mais bien sûr, les peuples autochtones doivent absolument mettre de l'avant ce concept et être reconnu, ce concept d'autodétermination qui doit se refléter aussi dans le système éducatif. Parce qu'on sait et on connaît les biais de l'éducation occidentale. Et c'est un système qui fabrique des ouvriers. C'est pour ça parce qu'on impose un système de domination avec des journées de travail inhumaines. Et pour les personnes autochtones, c'est une journée doublement inhumaine. Et comme le disait Felipe Quispe, je ne veux pas que ma fille soit une naine parce que est aplatie. C'est le produit final, c'est le résultat final. Parce que le système éducatif qui est imposé sur les peuples autochtones est essentiellement un instrument de l'État pour dominer les peuples sur leur territoire. Lorsqu'on regarde le curriculum et lorsqu'on regarde aussi le corps professoral, on a suffisamment d'enseignants pour ça, pour avoir adopté une approche différente. Et réellement, ce n'est pas une bataille contre eux. On sait que c'est un effort à l'intérieur même du système. On ne parle pas contre eux et leur enlever leur gagne-pain, mais il faut absolument les utiliser, qu'ils utilisent leur levier pour orienter le système autrement. Parce que le système ne vise pas notre survie, mais plutôt la survie de l'État, de système extractiviste. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps.
Ramadiel, mais non, on est dans le temps. Alors voilà, c'est ce que je voulais mettre sur la table. Merci beaucoup pour l'opportunité à Ramadiel et à la présence de toutes et tous ici aujourd'hui à cette discussion. Merci beaucoup, Ariel, pour ton intervention. Je me rends compte que je n'ai seulement le nom des invités et je n'ai pas présenté en détail. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, évidemment, nous avons partagé des batailles ensemble et de plus, Ariel est vraiment un levier important des impugnations au sein du tribunal constitutionnel de PP11. Et avec le tout travail qu'il réalise sur le terrain avec la communauté Aymara Quechua. Et on espère de grands succès à l'avenir. Merci beaucoup, Ariel. Et j'aimerais donner la parole à Belén Montalva León. Elle est éducatrice de Barbudos. Je l'ai connue il y a plusieurs années déjà, lorsqu'elle débutait dans son travail dans les communautés Kunya dans le Nord, avec les écoles interculturelles bilingues. Et j'ai eu la bonne expérience d'observer ce jardin et cette garderie pour les enfants où on met de l'avant cette approche d'éducation autochtone et non autochtone. Et je crois que c'est important de maintenir cette différence sur les territoires ancestraux. Mais ce sont des espaces de grande convergence, différentes cultures, comme dans ces régions où Belén a pu déployer son travail de façon passionnante et passionnée. Alors, c'est un plaisir de l'écouter. Alors, je lui donne la parole. Bienvenue, Belén. Merci beaucoup, Ramadiel. Je suis très heureuse de t'avoir comme animateur de cette discussion. J'utilise les paroles d'Ariel pour exprimer mon admiration pour le travail académique qui nous donne des outils pour mener nos batailles ici comme praticien sur le terrain. Je suis très ému pour ce qu'a présenté Ariel. Je ne peux nier l'émotion qui m'a émergé de tristesse, mais aussi d'espoir et de respect de ce que traversent et confrontent les enfants dans les écoles, mais aussi les communautés. Comme l'a dit Hamadiel, il y a 13 ans déjà, j'ai été mandaté par l'État chilien sous l'égide d'une vision politique d'un projet d'État, comme l'a appelé Hamadiel, où a émergé au Chili pour une première fois à la lumière de la lutte autochtone et de Convention 169, l'éducation interculturelle. Et j'ai été mandaté pour travailler dans la région 3 pour construire des projets du contenu curriculaire pour les communautés et les enfants. À cette époque-là, autour de 2008, je crois, évidemment, c'était une approche nouvelle, l'idée de ces centres interculturels. On ne savait pas sur quoi ça se fondait. On ne le savait pas, évidemment, au Chili, mais encore moins dans le peuple Koya. Donc, le travail sur le territoire Koya, c'est un peuple qui était extinct et très peu reconnu, entre autres au niveau de la langue. Et aujourd'hui, suite à cette bataille, on a pu relever le défi, mener cette bataille. Digo que... Ahí sí. Voilà. Gracias. Pardon. Para mí me hace sentir profundamente orgullosa y tranquila Donc, de j'étais poder très hablar heureuse et sobre el pueblo Coya. euh, Por tanto, en ese momento me tocó de parler poder justement des succès avec le peuple conocer a quienes Koya. efectivamente J'ai eu l'expérience de marcan el connaître sur le terrain ceux qui étaient les les protagonistes du peuple Pinar, en particulier les communautés Cui. Et j'ai eu la chance et la bénédiction peut-être qui m'a orienté mon
cheminement avec M. Escalante, qui était un leader de la communauté Koya, qui a été un personnage important pour notre pays, qui était un militant du monde spirituel du monde, mais aussi en matière d'enfance, qui est devenu une référence. Sur une place, il me disait avec sa mochila sur l'épaule, et en parlant de ce que j'allais faire sur le terrain, elle me disait, c'est fantastique ce que tu viens faire, mais je ne conçois pas l'interculturel et l'éducation autochtone, et on en parlait à l'époque, comme à l'intérieur de 4 murs en ciment. C'est impossible parce que effectivement, les enfants apprennent de la nature, des pierres, des roches, du vent, de la flore et de la faune qui les entoure, et pour éduquer en synergie avec la terre-mère, qui est la base de leur connaissance, mais c'est la réalité de tous nos peuples autochtones. Et à partir de là, je pensais qu'il allait miner ma proposition ou le mandat que j'étais prêt à réaliser. Mais nous allons déployer tous les efforts pour conquérir ce terrain et versus une concession pour les peuples autochtones, ce que j'ai vécu pendant 13 ans. Et nous avons développé un travail très riche comme représentant du peuple Koya, transformateur. C'est un peuple qui a une culture qui déploie plusieurs aspects culturels qui est inspiré par plusieurs peuples autochtones, même au Guatemala ou au Paraguay. Et ils ont traversé les cordillères, l'Amérique latine, et partagent une vision très large de ce que c'est être autochtone, avec une cosmovision autochtone basée sur leur héritage culturel, un savoir, une lumière pour pouvoir partager l'héritage autochtone. Mais évidemment, on nous a détruits parce qu'on est les héritiers d'un système oppresseur, discriminant au niveau éducatif. On revoit aussi toute lutte éducationnelle d'éducation est aussi une lutte politique à l'endroit de l'État, mais aussi sur la base de mes propres convictions, l'idée était de repositionner la cause autochtone qui peut aussi se refléter dans les revendications non autochtones. Des revendications qui n'ont pas à être récupérées par qui que ce soit, mais par les propres porteurs de ces revendications dans les communautés, de pouvoir vivre et nous enrichir à travers de nos racines et de notre transcendance. Et en ce sens, bien sûr, l'éducation interculturelle a pris forme, a créé des débats, et à un moment, nous avons parlé d'interculturalité comme une fausse solution parce qu'il n'y avait pas, elle n'établissait pas un lien équitatif entre les différents peuples. Ainsi, on ne peut pas parler d'une interculturalité lorsqu'il y a des conflits, des tensions dans les relations de pouvoir, mais aussi de droit et de pouvoir. Donc, c'est un discours, une rhétorique qui convient à un État qui peut-être, l'a dit Hamadiar, qui veut se repositionner et restituer l'éducation autochtone. Bien sûr, nous sommes toujours en équilibre sur un fil parce que souvent on met de l'avant des mesures parfois qui sont contre-productrices. Comment bâtir une éducation à partir de la diversité, que ça puisse s'exprimer dans un espace de tension dans le système scolaire où puissent apparaître les différentes réalités culturelles et créer un contexte de dialogue qui puisse promouvoir une discussion par rapport aux différences, au pouvoir et tensions entre les peuples sur le territoire. Suite à mon travail dans le Nord, je dois aussi exposer que j'ai décidé de me retirer de ce système parce qu'entre autres avec le gouvernement de Piñera,
en plus de connaître ces bonnes intentions, entre guillemets, de l'État à l'endroit des peuples autochtones, mais on continuait à marteler ce concept d'interculturalité au service de l'État avec des visions politiques, idéologiques très complexes et contradictoires. J'ai une formation à l'endroit de l'enfance et ensuite une maîtrise en éducation et j'ai décidé donc de m'impliquer pour partager avec mon sac à dos mes différentes expériences, car un sac à dos, on doit le partager, son contenu, comme on partage la médecine. Et avec l'enfance, j'ai pu travailler sur différents endroits au niveau de l'éducation primaire de façon à partager mon bagage. Et cela me situe dans un contexte non autochtone au niveau territorial avec un haut pourcentage d'enfants et de familles autochtones toutefois. Et j'ai vécu, par contre, beaucoup avec le peuple Koya quand on parle de ces enjeux dans les espaces éducatifs. On se confronte à un processus de réculturation plutôt qu'un un processus de récupération. On interagit avec les aînés, les grands-mères, les grands-parents, et on commence à identifier c'est quoi ce que cela veut dire être autochtone et vivre autochtone. Au-delà de qui est autochtone formellement par rapport à la reconnaissance et la certification d'être autochtone. Donc, le sens d'être autochtone, évidemment, ça varie selon les populations. Les gens commencent à s'identifier avec le savoir ancestral. Suis-je Koya ou pas, ou Mapucho, mais ma grand-mère en parlait et commence à m'ériger à une situation d'implication et vraiment à discuter cet enjeu qui devient présentable, discutable. Et dans ce contexte et dans cette tranchée, les enfants, je travaille avec les enfants très jeunes de 6 mois à 4 ans comme une Wawa. Et pour eux, l'éducation autochtone et l'éducation pour les peuples autochtones, c'est un processus très spontané. Il parle avec le soleil, avec toute spontanéité. Il parle aux insectes, aux plantes, aux animaux. Et cette ouverture sur le monde que nous, adultes, avons perdu de comprendre la terre-mère comme quelque chose, un tout que nous amenons et portons à l'intérieur de nous. Alors, leur rapport avec leur environnement est très spontané et se connecter avec des savoirs ancestraux. Moi, je l'appellerais plutôt une nature, la terre-mère. Donc, c'est un mandat pour moi, à partir de la vision des enfants, de mettre à disposition ces savoirs et partager ainsi l'importance de travailler avec les communautés autochtones. J'ai été très inspiré et motivé par différents personnages des communautés autochtones et avec qui j'ai eu la chance de partager. Mais il faut le reconnaître, je ne suis pas autochtone. Et la palabre et le mandat spirituel, je n'en suis pas la porteuse, mais quand même, j'aimerais peut-être conclure ici. J'aimerais l'idée ici, comme on aura un dialogue, une discussion, j'aimerais parler des conflits, des tensions, des contradictions que je n'ai pas conclu, terminé de. J'aimerais au niveau des bonnes intentions, j'aimerais j'aimerais justement parler de ces tensions de choc, de mésentente et de tensions et voir comment ça se fait dans les espaces éducatifs, en particulier pour la petite enfance. Merci, je suis désolé de t'avoir interrompu. C'est un peu le format de ce symposium, mais ça m'émotionne beaucoup de t'entendre en particulier au niveau du travail que tu effectues auprès de la première enfance. Et maintenant, je donnerai la parole à Carlos Miranda, qui est professeur de Incanantay et spécialiste d'évaluation du système d'éducation
Il a travaillé dans le système scolaire comme consultant, mais aussi comme universitaire. On a partagé plusieurs choses avec Carlos, en particulier un programme de doctorat que nous menons ensemble actuellement. De plus, nous faisons partie prenante de les approches décolonisantes à l'intérieur du monde universitaire. Alors, Carlos, tu as la parole. Je te donne 10 à 12 minutes pour intervenir. Ensuite, on entrera dans une discussion, un dialogue. Sexau Chocota, Alabari, Sima Ubuntu Carlos, Sima Liganantay, orgulloso descendiente de la familia Toroco. Je suis fier descendant de la famille Toroco. J'ai grandi dans la communauté Lavanda à Calama. Mes ancêtres sont de Tocolao, comme certains des Pichao qui nous accompagnent aujourd'hui, Kamisagay. Bienvenue. Merci, Hamadir, pour la présentation. C'est un plaisir de pouvoir partager avec toi cet événement. Nous avons eu plusieurs occasions informelles de partager, mais nous n'avions pas eu un espace comme ça. Avec Maria Belén, ça fait des années quand nous étions des étudiants. Donc, Ariel, c'est un plaisir. Je n'avais pas eu l'occasion de te rencontrer. Je vais présenter un peu de mon travail qui est très lié au sujet des rencontres et des mésententes. Donc, mon travail est lié entre les relations institutionnelles entre les familles et l'école. Une relation que, premièrement, j'ai observée en tant que professeur, enseignant. Pourquoi? Parce en faisant partie du peuple Linikanantay, je n'ai pas eu ce transfert ou cette transition de comment tu t'es reconnu comme autochtone. Certains me posent la question. Je ne me suis pas reconnue. Je suis autochtone. J'ai grandi comme autochtone. J'ai semé des maïs. J'ai vécu dans les troupeaux. C'était ce qui était normal pour moi. Je ne connaissais pas d'autres connaissances. Ma vie, ma famille vit avec ce caractère hybride dans un territoire urbain, mais dans une vie autochtone. Donc, une des premières étapes de cette recherche et de cette ligne de recherche qui est la relation entre les familles et l'école se développe à partir de l'école même, de la proposition qui nous est faite par cet État, par ce gouvernement, de l'UNESCO même, qui prennent une approche sur les processus éducatifs standards, les standards nationaux, internationaux, donc qui disent que la famille est importante dans l'école, donc l'école doit être importante pour la famille. Pourquoi? Pour les résultats. Oui, mais quelle famille a-t-on au Chili? En sortant des standards, il faut se demander qu'est-ce qu'est la famille autochtone? Donc, nous avons révisé la loi autochtone et nous avons réalisé qu'il n'existait rien, absolument rien qui définit une famille autochtone. Et c'est une question qui est importante. Ça suit beaucoup la logique de Dunsel, cette étymologie française post-révolution qui dit que la famille est une collaboratrice de l'État. Les familles doivent appuyer les processus de conformation de la nation. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec les familles autochtones qui n'est pas une famille qui, d'une certaine façon, appuie ou veuille la conformation d'une nation? C'est une famille qui a des particularités. Donc, on arrive à cette vision et à cette question qui dit que signifie l'école, l'éducation formelle pour les familles autochtones? Et que comprenons-nous par famille autochtone? Qu'est-ce qu'un Aïlou? Un concept qui est très utilisé, mais qui ne... Peut-être que ça va sonner méprisant, je vais essayer de le dire, mais c'est un concept qui est très proche du hippisme, des hippies. Nous sommes un Aïlou. Oh oui, mais qu'est-ce que c'est un Aïlou? Donc, quand on va à Licana, quand on se rencontre, par exemple, dans un vrai Aïlou avec nos familles, quand je leur demande qu'est-ce qu'une famille pour vous, qu'est-ce qu'un Aïlou? Ils me disent oui, c'est une composition, une organisation familiale consanguine et non sanguine qui
qui se base sur la confiance, qui a une tête et qui conserve les savoirs ancestraux. Ce sont des savoirs ancestraux qui se trouvent en possession, qui se trouvent entre les mains de nos ancêtres, de nos grands-parents. Donc, ce sont des valeurs différentes de celles qui est donnée aux anciens par le gouvernement. Que fait le gouvernement envers les personnes âgées? Ils leur donnent une pension misérable pour qu'ils mangent ce qu'ils peuvent et qu'ils meurent comme ils peuvent. Quelle est la valeur des personnes âgées pour notre peuple? Quel est le rôle qu'occupe le Yadidi, qui est le maître du savoir, de la sagesse, et qui est le centre de l'éducation autochtone, qu'on appelle le modèle formel, mais c'est un modèle qui nous enseigne de multiples choses. J'ai toujours dit, qu'est-ce qui se passe avec les études de la physique andine, la perfection en ce qui a rapport à la nivellation des terrasses de culture dans un des environnements les plus secs du monde et qui a permis la survie de l'humain dans des conditions extrêmes. Donc, il existe des sciences autochtones, bien sûr. Il existe un savoir ancestral, bien sûr. Et que fait l'État par rapport à ça? Très peu. Comme disait Maria, ils vont essayer de couvrir certaines ombres oubliées pour dire que c'est fait. Donc, sous cette logique post-dictature, ou dans la période finale de la dictature, M. Aylwin a promis au peuple un programme interculturel bilingue. Un programme interculturel bilingue qui a été la clé pour pouvoir avoir le vote mapuche pour sortir le dictateur. Donc, en ce sens, le programme se forge sous la loi autochtone où il est dit que toute école qui a un 20 d'étudiants provenant d'un peuple autochtone doit respecter le programme d'éducation interculturelle bilingue. C'est un programme qui est autofinancé, qui devait enseigner la langue et la culture autochtone, avoir des éducateurs validés par les communautés. Mais qu'est-il arrivé avec ça en 2015? On nous a dit, vous savez quoi, depuis la linguistique, le programme interculturel bilingue est un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bilingue. On enseigne tout en espagnol. Qu'est-ce qui se passe avec le Mapudungun, avec le Aymara, avec les Quechua, qui continuent d'être des langues reléguées à notre vie intime? Je suis sûre, Ariel s'est décrit en langue quechua. Combien d'ici savons ce que cela signifie? C'est extrêmement important. Ce programme d'éducation bilingue est un échec parce qu'il n'est pas bilingue. Il existe une composition d'une nomenclature autochtone où on impose une image de l'autochtone. Et cela arrive beaucoup avec le hippisme, avec les hippies. Tout cet aspect qui n'existe pas, ce concept pachamamique, ça n'existe pas, le concept pachamamique. Mais les gens vont dire, « Ah, mais est-ce que je suis très pachamamique, je crois à la terre. » Non, mon cher, ça n'existe pas. Le programme d'éducation bilingue ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas bilingue. Deuxièmement, le gouvernement de Sébastien Piñera nous a proposé un cours de langue et culture autochtone. Nous avons participé aux consultations, nous avons participé à l'élaboration de plans et de programmes, à la production de ressources humaines, économiques, pour qu'une fois la loi signée, ensuite, suite à la promesse que cette signature allait être et que ce cours allait être universel pour tous les enfants du Chili, ils ont finalement ajouté une petite exception qui disait que pour suivre ce cours, il fallait qu'il y ait plus de 20 d'étudiants et étudiantes autochtones dans les écoles. Donc, on s'est fait tromper. On s'est fait tromper pourquoi? Parce que, comme le dit tout ce processus, l'école continue d'être, et attention à ce que je veux dire, l'école continue d'être le principal outil pour coloniser l'Autochtone. L'Église catholique et l'espagnol continuent d'être cet outil. Et les peuples autochtones, nous pouvons en témoigner. L'image de la mère terre, de la Pachamama qui nous protège, ça a été un outil pour nous évangéliser également. L'école aussi. Et dans cette recherche, nous mène à voir que l'école continue de mettre un processus de biopolitique d'ordre hégémonique, de subaltérité.
pour ceux qui assistent à cette école. Il y a peu, quelqu'un me disait, un étudiant me disait, l'école, c'est comme la prison. On mange la même chose, on se forme, on se fait chicaner. Que pouvons-nous dire à un enfant? En plus, un enfant autochtone qui, à la fin des années 70, au début des années 80, a été retiré de ses communautés de hauts territoires pour se faire amener dans des écoles de frontières de concentration où il était frappé parce qu'il parlait sa langue, où on lui interdisait de développer ses activités socio-économiques comme être berger. Donc, s'impose ainsi un système, un modèle économique totalement associé au colonialisme, où le progrès est relié au bien matériel et non pas au bien du savoir et du développement local. Donc, le progrès, à partir de ce point de vue, quand je prends un enfant, je le dépouille pour le bien de la mission éducative et je le dépouille de tout son savoir et de sa communauté pour l'installer dans une école de frontières. Cela crée des brisures, des fragmentations dans l'identité. Pourquoi? Parce que l'expérience nous dit qu'il y a des personnes autochtones dont les mères leur disent « Ma fille, ne dis pas que tu es autochtone. Ne le dis pas. » Pourquoi existe-t-elle cette négation? Donc, pour conclure, on va dire que tout ça, tout ce qu'on mentionne et beaucoup plus, beaucoup de matériel qui a été récopilé, nous mène à un besoin. Le besoin de mettre de l'avant de nouvelles épistémologies à partir desquelles nous pouvons construire tout ce concept de décolonialité qui n'implique pas tout effacer. C'est prendre ce que nous avons, ces outils que nous a donnés le colonialisme, ces éléments de recherche, de connaissance, ces outils universitaires pour mettre de l'avant nos propres épistémologies sur lesquelles nous pouvons construire et élever des outils qui nous permettent d'installer nos propres savoirs comme un savoir valide, véritable, quelque chose qui a de la valeur et qui puisse nous mener à nous développer en tant que personne qui a la même valeur que toute autre personne. Donc, ça reste ouvert à la discussion. Muchas gracias, Carlos. Gracias Merci por beaucoup, Carlos. Merci pour ton témoignage de vie et pour l'énorme travail et les recherches que tu as menées. Je voudrais, avant de laisser la parole de 10-15 minutes, j'aimerais voir un peu s'il y a des questions, mais j'aimerais peut-être rajouter quelques points. Et je crois que ça ne me représentera pas seulement moi, mais également certaines sensibilités qui ont été présentées ici. Quand on se dédie à souligner certaines limites du modèle actuel éducatif et des limites du modèle d'État dans lequel s'inscrit ce modèle éducatif, merci pour le concept, Carlos. Nous ne sommes pas en train de, et je ne crois que personne ici, nous sommes en train de faire une apologie des communautés des communautés qui vont se refermer sur elles-mêmes dans la campagne. Mais nous avons un point qui est clair. Avec l'État, ce n'est pas suffisant. Mais il est possible que sans l'État, ça soit impossible. Et nous avons un autre point qui est clair pour nous. Avec les communautés, ce n'est pas assez, mais sans les communautés, c'est impossible. Le pari ici, si on veut amener, par exemple, de la farine à son moulin, j'utilise encore une fois le concept d'un hippisme éducatif interculturel, où chacune s'éloigne aux marges des autorités politiques de leur territoire, aux marges de la tradition et même aux marges de la conformation des communautés pour asseoir leur propre projet éducatif. Ce que nous disons ici, c'est qu'il y a une dette envers les communautés et ces communautés ont besoin d'être plus présentes, non pas pour s'isoler
sur elle-même, se refermer sur elle-même, sur une histoire qui continue d'arriver, mais bien pour pouvoir justement créer, faire de cette interculturalité une réalité. Je voudrais, sur ces mots, remercier la présence de Ariel, Belén, Carlos. Ce n'est pas seulement très formatif pour moi, mais nous sommes avec 3 peuples du Nord aujourd'hui, dans la présence de 3 peuples du Nord. Je suis représentant du Sud comme président de la table et ça a été très enrichissant et très émotif et très émouvant. Je voudrais laisser de l'espace s'il y a des questions. Vous pouvez allumer votre micro en toute confiance ou écrire vos questions dans le chat. Peut-être si on peut prendre au moins 10 minutes pour pouvoir répondre à ces questions. Javier, disculpa. Pardon, Jabadir? J'aimerais demander à Carlos si la famille Toroco, c'est Esteban Aravaña et Hermana, oui, de la même lignée. J'ai l'honneur de connaître ta famille, mon frère, et à travers de la frère Esteban, nous avons mené des grandes batailles. La bataille qui a paralysé toute la sollicitude pour l'exploitation du lithium. Donc, je conserve une relation de grand respect et d'honneur liée à ta famille, mon frère. Donc, c'est un plaisir de pouvoir te connaître par cet espace et j'espère que nous ne perdrons pas le contact. Ta présentation m'a paru très intéressante. No sé si hay preguntas de parte de los invitados. Veo varios nombres conocidos por ahí. Buenas tardes, me gustaría realizar una Bonjour. pregunta. J'aimerais faire poser une question au docteur Miranda. Professeur Miranda, j'aimerais vous consulter. Quelle est votre vision en ce qui concerne le rôle qu'a joué l'école dans la conformation de l'État-nation dans les territoires annexés après la guerre du Pacifique? Et peut-être que l'école a joué un rôle de discipline qui n'est pas possible d'éviter aujourd'hui. En ce qui concerne apprendre une personne et l'amener dans un espace de discipline et l'instaurer certaines valeurs et briser, rompre avec cette idée de nation qui était construite ou qui n'était pas circonscrite aux frontières de l'État-nation chilien. Hola Miguel, mira. Allô? Il y a des évidences claires de ça quand on revise les textes plus classiques de cette relation et de cette importance de la famille à niveau social. On peut remonter, par exemple, à l'Europe ou à travers la police et la famille. On peut voir comment la famille devient cette micro-organisation de réplication de l'État et des gouvernements dans certains territoires. Donc, ce qui arrive avec l'école, dans certains territoires, surtout dans les territoires Licana, seulement de voir l'actuel complexe éducationnel, qui est un complexe éducationnel qui peut être envié par n'importe quelle ville moderne du Chili. Ce fut une école qui, selon ce que m'a dit Pichao Paulo il y a quelques années, c'était une école qui s'appelait École de la frontière de la concertation Toconao. Donc, si on parle seulement du nom, École de la frontière de concertation, donc on peut dire que le territoire de l'Elicana post-guerre du Pacifique, donc l'idée, c'était de chiléniser, de rendre chiliens les habitants de cette zone-là. Et les rapports historiques nous montrent que les processus d'assimilation, par exemple, il y a une assimilation forcée et une extermination dans cette zone. Mais le troisième processus d'assimilation a été mené à travers de l'imposition de la langue espagnole et de la religion catholique. Donc, finalement, l'école a été utilisée comme outil pour annexer et chilieniser ces personnes qui faisaient partie d'autres nations, de cette pluriculturalité, plurinationalité qui nous compose, où les frontières que nous avons aujourd'hui comme pays n'existent pas. Nous sommes proches de la Bolivie,
Et le territoire de la Licana est en partie sur l'actuelle Bolivie. Le territoire Aymara également traverse différents territoires. Donc, ça a été le rôle de l'école. Et j'oserais même dire qu'aujourd'hui, au Chili, l'école continue de remplir ce même rôle. Le rôle de l'école au Chili en ce moment est de globaliser le Chilien. Même depuis que nous sommes un pays développé, entre guillemets, nous sommes un pays qui passe par l'examen PISA. Nous n'avons pas des bons résultats, mais cela mesure le développement et les connaissances à niveau global. Souvent, nous ne l'avons pas parce que le Chili est encore un pays en voie de développement. Et deuxièmement, parce que nous sommes composés d'une plurinationalité, un pays plurinational où il existe de multiples nations, langues et cultures et formes de vie. Donc, j'espère répondre à ta question avec ça. Merci beaucoup, Carlos. Nous avons une personne qui a demandé la parole. Donc, Libertad, avec toute confiance, vas-y. Vous m'entendez? Un saludo a todos, buenos días. Je salue tout le monde. Bonjour, Carlos. Je ne veux pas faire une question, mais un commentaire que je l'ai fait plusieurs fois, mais je crois que c'est important de le faire également aujourd'hui pour que tout le monde l'entende, pour pouvoir apporter à la réflexion. Tu dis que je n'ai pas dû passer par aucune transition ou aucun processus pour me reconnaître autochtone. Je suis autochtone. Oui, c'est vrai, parce que tu viens du territoire, tu es né sur le territoire. Mais pour plusieurs personnes qui sommes deuxième, troisième ou quatrième génération, dans mon cas, par exemple, ou dans notre cas, le cas Mapuche, nous habitons beaucoup dans les villes, plus que dans les campagnes. Ce sont les grands-parents, nos parents qui sont venus dans les villes et qui sont passés par ce processus de nous dire « Ne dis pas ton nom, ne t'habille pas de cette manière, ne parle pas la langue ». Nous sommes le fruit du silence. Nous sommes ceux qui sont restés hors de l'histoire. Parce que nous ne sommes même pas ces personnes qui sont venues du Sud. Nous sommes celles qui sommes nées ici, dans la ville, dans la Waria. Donc, j'aimerais qu'on amène à la réflexion pour ce symposium ou pour d'autres. Je crois que c'est très important de parler de ce processus de reconnaissance que nous vivons, les Wariachis, comme on les appelle, les Mapuches nés dans la ville, les Licanantay nés dans la ville, les Aymara nés dans la ville. Et nous sommes plusieurs, nous sommes nombreuses qui sommes nés dans les villes. Et oui, nous avons dû passer par un processus extrêmement difficile pour pouvoir nous reconnaître, nous auto-reconnaître, pour pouvoir même retourner à nos propres habits et pouvoir vivre notre culture. Oui, il existe un processus de reconnaissance et d'auto-reconnaissance et il est important qu'on en parle parce que nous comprenons tous et toutes les personnes qui sont venues de la campagne, qui ont grandi là. Mais nous qui sommes un mélange entre la campagne, la ville, le ciment, la terre, c'est très difficile. Donc, j'aimerais laisser ce cas à la réflexion parce que nous sommes plusieurs, nous sommes nombreuses dans cette situation. Je travaille dans la prison, par exemple, avec mes frères privés de liberté dans les prisons. Et ils ont dû passer par différents processus. Ils sont troisième, quatrième génération également. Ou à travers une profession, nous essayons de revenir, de les faire revenir. Mais c'est très difficile parce que nos racines ne sont pas assez fortes encore. Donc, effectivement, c'est un processus qui est ouvert et qui sera ouvert pendant longtemps. Toute cette révision familiale, tout ce processus de thérapie familiale à travers de ce qu'on a appelé les traumas intergénérationnels, c'est des questions qui sont encore sur la table et encore en vigueur.
Et c'est fondamental d'amener ces aspects historiques. Il y a une dernière question, malheureusement, pour des questions de temps, ça sera la dernière question, mais je ne peux la laisser de côté. Donc, c'est une question pour les trois qui fait Manuel Muñoz. C'est un anthropologue, consultant du Conseil général des chefs. Il est également l'oncle de la communauté à laquelle j'appartiens. Il nous fait donc la question suivante. Carlos, tu as fait référence au développement de nouvelles épistémologies. À partir de cela, quel rôle a l'Académie contre-hégémonique dans ce processus, dans les domaines de la recherche et des méthodologies? As-tu un exemple ou une référence que tu pourrais commenter? Cette question est lancée pour la table en général et j'aimerais, en mode de clôture, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Ariel, Belén, Carlos, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse répondre de façon brève, donc pas plus d'une minute, si c'est possible. Comme ça, nous pouvons nous dire au revoir de cette façon. Donc, vous pouvez commencer, qui veut. Ya, María yo- Belén, no sé si tú quieres. Ah, ya, o el adelante, mismo, o el adelante, mismo Carlos. orden, no sé, como quieran. No, no, adelante, Carlos, adelante, Ya. Manuel. Ya, mira, hay un tema súper importante que Il y a tiene un que ver sujet qui est con... très important qui est lié à l'émergence épistémologique. Pourquoi? L'Académie, l'université nous invite, il y a peu, par exemple, nous avons eu ici une rencontre d'enseignants autochtones où nous avons pu échanger avec des enseignants du peuple Chango, Aymara, et ils ont parlé de comment le curriculum invisibilise les Autochtones. Parce que quand un professeur est obligé à enseigner quelque chose qui ne lui est pas propre, mais qui est ce qui est imposé, qu'est-ce qu'il faut enseigner, en ce sens, nous parlions de que quand on pense à ces thèses pour la décolonisation, comme étant un objectif ou un objectif commun, il faut passer par certains processus qui sont des processus logiques dans cet ordre académique et qui finalement nous mènent à, premièrement, nommer cette pratique coloniale et cette pratique décoloniale qui est née finalement avec l'Académie. On peut être très autochtone finalement, mais on est quand même immergé dans cette vague de production, de conférences, de cours. Donc, quand on tombe dans cette critique décoloniale, nous mène à voir que cette épistémologie qui nous était posée par la sociologie, la philosophie, par la psychologie, c'est une épistémologie qui ne rejoint pas nos croyances et nos manières d'être. Boaventura nous dit qu'il ne faut pas parler de progrès, mais de buen vivir, de bien vivre. Mais qu'est-ce qui est le bien vivre pour nous, les Autochtones? Quelle est cette première épistémologie qui surgit de notre être? Le bien vivre se définit depuis le peuple Aymara, qui est un peuple andin. Et je parle de quelque chose qui est proche de moi parce que ce principe est un principe de réciprocité, de parité sexobiologique. Et cette relation qui nous donne une raison d'être et de vivre en relation à considérer la Terre comme étant une mère et nous considérer à nous-mêmes comme faisant partie de la Terre. La Terre n'est pas à nous, nous faisons partie de la Terre, comme le dit un poète. Et nous réalisons que cette proposition d'être des inconformistes du temps et de l'histoire nous mène à dire que nous sommes chacune, et que chacun nous avons une connaissance qu'il faut mettre de l'avant à travers cette méthodologie décoloniale, en utilisant les outils que nous donne l'Académie. C'est un processus de recherche en forme de spirale pour pouvoir installer ces premiers concepts qui est le bien vivre, le mettre sur table pour pouvoir travailler cette relation qu'on peut avoir entre nous et avec les autres. Comme le dit le professeur Mariman, cette altérité qui est installée dans l'Académie. J'espère avoir répondu un peu à la question avec ça. María Belén? Ahí sí, sí. Bueno, Manuel, alguna vez también te escuché. Manuel, moi aussi, je t'ai entendu une fois et je me suis sentie
interpellé comme aujourd'hui Khadamiel avec sa discussion. Je voulais seulement ajouter peut-être, et comme une personne qui est beaucoup dans la praxis, je crois que la connaissance, les épistémologies autochtones se vivent plus qu'elles s'apprennent de façon académique. J'ai dû me former beaucoup à partir de mon ignorance, mais une des choses que j'ai appris et la manière que j'ai pu mettre en dialogue les épistémologies, ça a été en les vivant. Ça a été la connaissance vécue et expérientielle. On peut lire beaucoup sur les peuples autochtones, mais ça ne sert pas si on ne le vit pas. Du moins, nos étudiants, étudiantes, enfants ne peuvent pas le vivre. Il y a toute une composante spirituelle qui n'est pas immobile. Et c'est ce que je voulais rajouter. Je crois que dans l'aspect curriculaire, ça fait des années que j'essaie de former un curriculum de façon collective. Je n'ai pas eu le temps de parler des équipes éducatives, mais je crois que cela se construit et je continue de le construire. Et ça continue de se déconstruire et à se reconstruire constamment. Et je le fais à partir des savoirs autochtones qui nous accompagnent et pour pouvoir fermer, je n'ai pas eu le temps de le dire, sans ressources. Je n'ai pas de mandat pour ça. L'institution d'État ne me donne pas ces responsabilités et cette mission, donc je n'ai pas de ressources. C'est toute l'autogestion. Et c'est la manière c'est de cette tranchée où nous nous battons. Et je voulais juste rajouter que c'est ça qu'il faut continuellement construire. Gracias, Ariel, caballero. on va finir avec toi. Donc, je vais parler brièvement. Je crois que ce qui a été très riche des trois présentations, et je m'inclus de façon humble, je dirais que c'est la diversité de nos origines, la diversité de nos expériences. Nous parlons de luttes qui nous incarnent et qui ont fait ce qu'on est. Et en ce sens, je comprends complètement Carlos quand il parle de l'épistémologie du curriculum, du besoin de systématiser, d'intellectualiser cela. Mais également, je comprends Maria Belén quand elle parle de l'expérience. Depuis ma perspective, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu expérimenter également et analyser, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Premièrement, il y a un risque, le risque des freins, des extrêmes. D'une part, parmi les peuples autochtones, nous ne sommes pas des organisations strictement agricoles, strictement académiques. Nous sommes, et je veux le signaler de cette façon, parce que je crois que c'est comme ça, il y a des principes spirituels qui régissent le monde autochtone et qui font que nous sommes autochtones. Et souvent, cet élément spirituel est nié. Il ne l'est pas dans les documents, dans les papers, dans les productions, les articles, donc dans la littérature académique. Et sans cet élément spirituel, les peuples autochtones, nous ne sommes pas autochtones. Nous sommes n'importe quoi d'autre. Donc, tout part de là. Et cet élément spirituel se transmet à travers les rituels, les cérémonies qui sont extrêmement importants pour nous et qui peuvent être seulement réalisés dans certains lieux qui sont sacrés pour nous. Si on nous enlève nos territoires, si on détruit ces territoires, nous perdons tout le contact avec ce qu'il y a en haut et en bas. On perd tout ce contact. Donc, on arrête, on cesse d'être autochtone. Et ça, c'est l'aspect premier. Le système éducatif autochtone, ou comme on veut l'appeler, ne peut pas être décontextualisé de cela. Donc, avec tous les peuples autochtones, peu importe le peuple autochtone avec qui je parle, il va me raffirmer cette version. Tout vient du spirituel vers le bas. Deuxièmement, attention avec certains, il y a des mots auxquels on fait face chaque fois dans les luttes, par exemple patrimoine, biodiversité, ressources naturelles. Et quand on approfondit cette lutte, on se rend compte qu'il y a certains mots qui ont été inventés, qui ont été utilisés pour voler. Le mot biodiversité a été utilisé pour nous enlever nos territoires naturels. La biodiversité pour pouvoir nous voler le germoplasma, les semences. Il faut révertir ces mots pour les transformer en des mots, les approprier. Tu te souviens, Khamadir, comme on a fait en 2012 au tribunal constitutionnel? On a utilisé le mot biodiversité à partir d'une vision autochtone. La même chose avec la loi du patrimoine. Patrimoine, c'est fait pour voler. Le patrimoine
pour voler notre héritage immatériel. De las tradiciones orales, de nuestra espiritualidad, no se puede, pero ellos hablan de patrimonio Ils parlent de material. patrimoine matériel et immatériel. No sé qué alquimia podría dividir Je eso, ne sais pas quelle alchimie pourrait diviser, mais eux, ils le font. Ce sont des mots qui, encore une fois, sont utilisés pour voler. Que dois-tu faire pour défendre le patrimoine autochtone? Premièrement, il faut utiliser le petit mot, parce que sinon, ils ne comprennent rien. Et il faut la retourner pour lui donner un sens. Et l'autre mot que je voulais dire, ressources naturelles. La même chose. Pour nous, c'est la pacha. Uno le pregunta a un hermano aymara dónde vive, dice Camasa. Le Si pregunto tu a un demandes hermano- à un frère, Aymara, tu vis où? le pregunto- Sinche, le pregunto a un Masa. hermano Rapa Si je Nui, demande à un dicen frère religión Rapa Nui, mapuche, dicen pourquoi tu as choisi Le cette pregunto a un hermano cette mapuche, île, ¿por qué Mana? vive ahí? Dicen Je- Nehuen. Si je dis à Mapuche, pourquoi tu vis là, Newen, c'est là où il y a une énergie de vie, des principes spirituels qui s'incarnent dans la terre. C'est là qu'ils vont vivre les frères et sœurs. Usar la palabra recursos naturales, porque Donc, si no si ellos tu no- veux défendre une communauté qui est affectée par l'exploitation du lithium, il faut utiliser ce mot, le mot ressources naturelles. con las palabras Donc, epistemológicas, attention con las avec les palabras mots épistémologie, curriculum, il faut les porque no retourner. fueron creadas para Elles nosotros. n'ont pas été Por los créées pour nous. márgenes nos metemos, por los márgenes Nous nos nous infiltrons par les marges, par les propiedad, brèches. propiedad indígena. Currículum, Propriété, currículum, propriété ressources autochtone. naturales. Curriculum, curriculum autochtone. Ressources naturelles, ressources autochtones. Et tout avec un nom de famille. Porque los pueblos Et parfois, c'est originarios, difficile parce que les peuples autochtones, no elaboramos nosotros nuestra sabiduría, se nos transmitió nous élaborons pas notre directamente sagesse. Elle nous a été transmise de façon directe et elle continue de nous être transmise directement à travers les cérémonies, les rituels. y eso, tan solo Et voilà. Donc, je voulais juste ser estratégicos. je voulais juste faire un appel à être stratégique et à utiliser tous ces discours, mais d'un point de vue toujours autochtone et subversif, parce que ni la loi, ni les mots, ni les philosophies, ni les anthropologies, rien n'est fait pour nous. Muy bien. Muchas gracias a todos, a Merci todas. beaucoup à toutes et tous. En la propaganda de esta mesa, agudeza crítica y café Donc, con cafeína. café avec beaucoup de caféine et critique, c'est la thématique. Donc, je vous embrasse tout le monde, à chaque personne qui est ici, aux personnes qui ont posé des questions et bien sûr à toutes les personnes qui ont accepté l'invitation pour être ici en train de partager cet énorme symposium qui va continuer au fil de la journée. Donc, si vous avez l'occasion de se connecter à d'autres tables rondes, je voudrais remercier l'énorme travail à partir de l'Université catholique par Sylvia Redon, qui nous donne l'opportunité d'être ici en train de partager sans aucune censure. Est-ce que j'ai demandé? Moi, j'ai demandé, il faut que j'anime. OK, sans aucune... Tu n'as pas y pensé deux fois. Vas-y. Donc, merci énormément. Merci. Tupananchikama, que esté muy bien. Mucha fuerza. Chao, muchas gracias.